Bonjour, vous êtes venu voir Sébastien? Allez, suivez-moi, c'est par ici. Salut Sébastien. Bonjour. Ouais, je suis ravi de t'avoir sur la chaîne. Eh ben, c'est un plaisir partagé. C'est un portrait un peu particulier qu'on fait aujourd'hui parce que tu n'es pas un zététicien, tu n'es pas un débunker, tu n'es pas du tout rien de cela en tout cas. Oui, je ne viens pas non plus du milieu de l'audiovisuel, contrairement à beaucoup de collègues youtubeurs ou youtubeuses. Oui. Mais tu fais pas mal de réinformation, tu traites de sujets de ça. Et moi j'avais envie de faire un portrait de toi, de te présenter un petit peu à des gens qui peut-être auraient la curiosité de te connaître, de savoir qui tu es et tout ça. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai le droit? Oui, La réponse est oui. Oui. Vous avez le droit. Voilà. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas sur la chaîne, mais je pense que oui, certains doivent te connaître parce qu'on avait fait des petites vidéos ensemble, notamment Jacques Grimaud, mais ça on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu expliquer ton parcours? Oui, alors je suis juriste, je suis enseignant-chercheur. Mon grade précis, c'est maître de conférence en droit privé. Ma spécialité à l'origine, c'est le droit pénal. Et le hasard a fait que quand je suis devenu un jeune enseignant-chercheur, Internet commençait à décoller en France et je me suis intéressé à la question et je suis devenu, j'ai pratiquement jamais enseigné le droit pénal, pratiquement jamais publié sur le droit pénal, qui est ma formation d'origine, et je me suis vraiment recentré sur tout ce qui est liberté d'expression, droit de la presse, droit d'auteur, et sur droit des logiciels, qui est ma spécialité, en particulier les logiciels libres. Je suis un libriste depuis 30 ans. D'accord. Et du coup, donc, t'es arrivé sur YouTube il y a à peu près 4 ans. Oui, tout à fait. Un peu comme un cheveu sur la soupe. Oui, même si j'ai plus beaucoup de cheveux. Voilà, c'est un peu ça. Mais du coup, comment ça s'est passé, en fait, cette arrivée sur YouTube? Je sais qu'on en a parlé un petit peu en privé tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais expliquer? Alors oui, le facteur déclenchant, ça a été le procès Fillon. C'était en 2000, donc Fillon était jugé, donc l'affaire s'est déclenchée en 2017. Oui, j'ai dit 2000, c'est 2020. Et en 2020, dans le milieu juridique et judiciaire, tout le monde savait qu'il serait condamné parce que l'infraction était clairement constituée, l'instruction avait été très bien faite, et on savait que ce serait une condamnation qui serait sévère. Et ils ont choisi, à mes yeux, le pire axe de communication possible pour essayer de préparer l'opinion publique à l'annonce de cette condamnation sévère, c'est la justice n'est pas indépendante, la justice est partiale, c'est un procès politique, tout juste s'ils n'ont pas viré théorie du complot. Et pour moi, l'indépendance de la justice, c'est un des piliers de nos états de droit libéraux. Et donc, si la justice n'était pas indépendante, ce serait grave. Hein. Et donc, ça m'a tellement offusqué que quelqu'un qui a été candidat à la magistrature suprême, parce que le président de la République, c'est quand même le gardien de l'indépendance de la justice, qu'il ait osé dire ça, j'ai trouvé ça, c'était le truc de trop. Alors j'ai pris mon vieux téléphone portable, j'ai commencé à bricoler quelques vidéos, comme ça, dans mon coin. Et puis, 4 ans plus tard, je me retrouve avec 300 000 abonnés, de façon complètement imprévue, bien évidemment. Et du coup, comment tu as vécu un peu ces débuts sur YouTube? Au début, tout le monde me décourageait en me disant « Non, enfin, t'es pas Squeezie, tu vas voir, c'est très difficile d'obtenir les 100 premiers abonnés, tu vas te décourager avant. » Seulement, moi, je suis breton, donc je suis têtu, donc je me suis entêté et j'ai lancé donc la première vidéo, ça devait être fin juillet ou début août 2020. Et le lendemain de Noël, je me souviens, le 26 décembre, le lendemain de Noël, j'avais déjà 500 abonnés. Alors que j'étais parti de rien du tout, j'avais pas un seul réseau social. Et bon, ça montait comme ça, gentiment. Et puis en octobre... Toujours avec ces vidéos sur Fillon? Alors, je m'étais pris au jeu et je faisais une vidéo par semaine. Moi qui pensais sincèrement, je me disais, mais au bout d'une dizaine de vidéos, je n'ai plus rien avoir à raconter. Je ne pouvais pas me tromper plus que ça, c'était pas possible. Et je suis arrivé à produire une vidéo par semaine. Assez rapidement, j'ai été rejoint par un monteur. Qui faisait partie des premiers abonnés, qui m'a proposé de faire le montage. Et puis, ça grimpait gentiment. Au bout d'un an et demi, j'avais déjà 3000 abonnés. Bon, pour un truc qui parle de droit avec un vieux bonhomme, hein, avec une perruque en peau de fesse, un nœud papillon qui fait semblant d'expliquer le droit à son choix, je trouve que c'était pas mal, quoi. Et puis, je pars faire mes cours à la fac un matin, et le soir, je reviens, et j'étais passé à 8000 abonnés.
je ne comprenais pas d'où ça venait, puis je voyais le compteur qui augmentait dans la soirée, 9 000, 10 000, 11 000. Je ne savais pas d'où venaient tous ces milliers d'abonnés, parce que moi, je ne connaissais pas aussi bien les analytics que je les connais maintenant. Puis c'est quelqu'un en commentaire qui, le lendemain, m'a dit « Mais c'est Micode qui t'a recommandé ». Parce que j'avais fait une vidéo réaction à une vidéo de Micode, hein, où il disait, c'était sa série c'était j'achète des disques durs d'occasion sur le Bon Coin, je regarde ce qu'il y a dedans. Que c'est de notoriété publique, que les services de renseignement et la mafia, ils font ça, ils vont à la pêche, et ils trouvent des fois des trucs qui n'auraient pas dû sortir. Voilà, alors lui, il a voulu voir si c'était vrai. Et puis à un certain moment, dans sa vidéo, il dit, je me rends compte que c'est du programme, mais je ne sais pas décompiler le programme, donc j'aimerais bien savoir ce que c'est, mais je ne sais pas faire. Et donc j'ai fait une vidéo avec le titre putaclic, puisque je commençais à comprendre ce que c'était que le putaclic, c'est « Attention Micode, tu risques 2 ans de prison, expliquer ce que c'est que la décompilation ». Et cette vidéo, je l'ai postée, elle a fait 1000 vues, qui était pas mal, quoi, hein, pour une chaîne qui a 3000 abonnés. Et Michael est tombé dessus, a trouvé ça très bien. Il en a parlé lors d'un underscore sur Twitch, puis il a posté l'extrait sur sa chaîne YouTube. Et à ce moment-là, ça a été en 2 mois et demi, je suis passé de 3000 à 5000 abonnés. Du coup, mais ça, comment tu l'as vécu? Parce que déjà, tu as un profil atypique sur YouTube. Je pense que... Oui, ne serait-ce que vu mon âge, oui, tout à fait. Je peux légèrement remonter l'âge moyen du youtubeur. C'est clair. On ne s'attend pas à voir quelqu'un comme toi arriver sur YouTube, et surtout avec ton style. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai toujours été quelqu'un d'un peu atypique. Bon, j'en accepte l'augure. Hein. Oui, on verra un peu tout à l'heure. On pourra montrer un petit peu tout à l'heure tes collections et tout ça. Oui, tu es quelqu'un qui est passionné, de toute manière. Oui, je suis vraiment passionné. Comment tu as vécu un peu ces débuts sur YouTube? J'étais tout à fait ravi d'avoir un porte-voix pour expliquer le droit, parce que je voyais tous ces vulgarisateurs, ces vulgarisatrices qui faisaient des vidéos sur leur discipline, ou sur des disciplines qu'ils connaissaient bien, même si ce n'était pas leur spécialité. Et moi, je me disais, il y avait moyen de faire la même chose sur le droit. Puis apparemment, je suis arrivé à faire en sorte, à l'aide de la co-autrice de la chaîne qui s'appelle Tricotine, on est arrivé à faire en sorte que on a un format qui apparemment plaît. Et j'ai l'impression que les gens arrivent avec le sujet, avec les côtés un peu putaclic du titre et de la vignette, puis ils doivent rester pour l'ambiance. C'est vrai qu'il y a quand même un de tes co-autrices qui est très très important sur cette chaîne. Ah oui, tout à fait. C'est Tricotine. Tout à fait. Ton chat qui est absolument adorable d'ailleurs. Il a mangé avec nous en plus à midi. Ah oui, elle mange à table avec moi, avec les 2 pattes, hein, c'est amusant, hein, elle avait les 2 pattes avant sur la table, et elle reste sagement à sa place, elle attend qu'on la serve. Voilà. Elle est très polie. Ah oui, tout à fait. On peut dire qu'elle a un petit côté british un peu quand même. Il faut croire. Mais elle est très différente dans la vie par rapport à l'écran. Parce qu'à l'écran, on lui coécrit un rôle de chippie quand même, hein, alors qu'elle n'est pas comme ça du tout dans la vie. Oui, c'est ça. C'est vraiment une emmerdeuse, mais c'est vraiment un rôle de composition. Elle n'est pas comme ça dans la vie courante, c'est au contraire un chat. Non, c'est vrai, je peux en témoigner. Donc du coup, tu as commencé à développer ta chaîne YouTube comme ça, un petit peu en tâtant. Tout à fait. Et puis en essayant de comprendre, de deviner, à partir du peu que j'entendais souvent quand un youtubeur ou une youtubeuse explique quelque chose, essayer d'en déduire ce qu'il faut faire. Parce que au début, franchement, je ne connaissais absolument pas le YouTube Game, hein, ça c'est évident. Et donc, peu à peu, j'ai découvert en tâtonnant, en faisant sans doute pas mal d'erreurs. Et puis, je me suis formé comme ça, parce que franchement, la vidéo, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais la prise de vue. Je me débrouille en photo, je ne suis pas un bon photographe du tout. Mais comme je te disais tout à l'heure, notre père, quand on était enfant, nous avait filé un appareil photo réflexe, un Canon F1. Et à l'âge de 10 ans, je savais rembobiner tiens, voilà Simba. Alors Simba, c'est le neveu de Tricotine. C'est un gros chat, gros chat noir. Malheureusement, on ne voit pas l'image. On ne le voit pas l'image. Mais on montrera Tricotine tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et donc, je sais faire techniquement de la photo, je sais donc ce que c'est que la profondeur de champ, ce que c'est qu'un diaph, etc. Mais en revanche, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour le son? Puis je me suis dit, audiovisuel,
a priori, si audio vient avant visuel, peut-être que le son est plus important que l'image. Et quitte à avoir une mauvaise image, parce qu'avec mon vieux téléphone portable de bas de gamme, de Wiko, l'image c'était vraiment pas fifou. Mais au moins, je me suis dit, avec un son correct, je me suis acheté un petit micro, une 50aine d'euros. Et c'est avec ça que je me suis lancé. Puis au bout de 3 mois, alors, j'avais pas beaucoup de sous parce que j'étais encore en accident de travail, donc j'avais des revenus qui avaient un petit diminué par rapport à avant. Au bout de 3 mois, je me suis dit, bon, ça commence à marcher, j'ai quelques centaines d'abonnés, ce serait peut-être l'occasion de m'acheter enfin un appareil photo hybride, parce que j'avais encore des argentiques, mais je faisais plus de photos avec les argentiques, et donc j'ai un peu cassé ma tirelire. Je me suis acheté un appareil photo hybride, un Canon. Et puis je me dis, si j'arrête, si je me lasse de YouTube, au moins j'aurai mon appareil photo. Je pourrais faire de bonnes photos. Ouais. C'est marrant d'ailleurs de t'entendre utiliser le terme YouTube Game à ton âge. Oui, Mais oui. c'est marrant, je pense que ça fait aussi tout l'attrait sympathique de ceux qui sont abonnés à ta chaîne. Ouais. Mais bon, on peut le dire aussi, tu es quand même un peu un geek. Ah ouais, mais j'ai été geek avant d'être juriste. Hein. Moi, j'ai eu mon premier ordinateur. C'est-à-dire que je suis moi aussi un digital native, mais c'est-à-dire que j'ai vu naître l'informatique individuelle, en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai eu mon premier ordinateur, il est d'ailleurs là, dans le studio, qui est dans l'autre pièce. C'est un TRS-80 qui faisait 4 kilooctets, 4 kilooctets de mémoire vive. Ça m'a appris l'informatique. Avant, j'avais une calculatrice programmable. Et mon père voyant que je m'accrochais à la chose, parce que j'étais à l'école, j'étais le cancre malheureux. Hein, j'étais vraiment le dernier de la classe, mais malheureux de la tour, il y a le cancre qui est bien gentil, il est auprès du rédacteur, moi j'étais le cancre malheureux. Et en revanche, mes parents se rendaient bien compte que j'arriverais quand même à faire quelque chose. Et cette calculatrice programmable, qui est d'ailleurs, que j'ai gardée, qui est encore dans le petit musée qu'on voit d'ailleurs lors de mes lives sur Twitch à l'arrière, parce que c'est important pour moi. Et c'est avec ça que j'ai découvert la structure de la logique. Parce qu'à l'école, ne m'a pas apporté grand-chose. Et en fait, ces connaissances informatiques m'ont aidé à faire des études de droit. Parce que le raisonnement juridique, c'est un organigramme d'ordinateur. Ouais, d'accord, c'est quelque chose de très carré, quoi. Ah oui, parce que le droit, c'est quelque chose de très très précis. C'est vraiment un raisonnement qui est très scientifique. Hein, on ne s'en rend pas compte quand on n'est pas juriste, mais c'est le contrat, est-ce qu'il est formé, est-ce qu'il est formé, oui, non. Informatique, hein. Il est formé, oui, alors il déclenche les obligations contractuelles. Il n'est pas formé, donc pas d'obligation contractuelle, mais il peut y avoir quand même une obligation, par exemple, de négociation de bonne foi. Et donc c'est vraiment un organigramme d'ordinateur, le raisonnement juridique. C'est vrai que tu as fait pas mal, donc tu traites de droit sur ta chaîne, mais pas que. Non. Tu t'autorises d'autres sujets. Tout à fait. Et je pense que on en parlait tout à l'heure en privé, mais tu disais l'algo il aime pas trop, mais en même temps je pense que tes followers t'en tiennent pas rigueur. Non, tout à fait, j'ai l'impression que ça plaît bien. Tu as réussi à rendre le droit divertissant presque même. Et ça c'est quelque chose que je vois chaque semaine dans les commentaires, c'est je me doutais pas qu'un jour je m'abonnerais à une chaîne qui parle de droit. Donc du coup ça va être très gratifiant pour toi. Ah oui, ça fait partie de mes grands plaisirs, parce qu'en fait, moi je suis pas sur YouTube pour gagner de l'argent. Je commence à en gagner un petit peu, mais c'est pour réinvestir. Hein. Tu as vu le studio, je commence à avoir un matériel qui commence à être sympa. Et en fait, je ne me rémunère pas, hein, pas directement. C'est-à-dire que dans la mesure où la chaîne, je suis en entreprise individuelle, donc tout ce qui appartient à la chaîne, en fait, m'appartient personnellement. Mais je ne me rémunère pas directement, mais ça me permet donc d'avoir des conditions de production de mes vidéos qui sont des conditions sympas, plutôt que de rester dans ma bibliothèque avec mon vieux téléphone portable. Et j'ai perdu, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais je disais que tu ne t'autorisais pas que... Ah oui, c'est ça, parce que moi, je ne cherche pas systématiquement les sujets qui sont les plus putaclic, qui vont faire le plus de vues. Il y a de temps en temps des sujets, j'ai envie d'en traiter parce qu'ils me semblent importants. Et je sais pertinemment qu'ils vont faire moins de vues, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour faire de l'argent. Hein, je suis vraiment d'abord pour expliquer le droit, pour vulgariser le droit, qui est quelque chose, c'est un bien commun, ça nous appartient à toutes et à tous.
Et il est encore moins bien connu que les sciences. Quand on voit, par exemple, au moment du Covid, hein, la méconnaissance des règles de base de la science et de la médecine, et cette méconnaissance a multiplié par 10 quand il s'agit du droit. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Puis j'ai eu la chance que la chaîne explose et que maintenant je sois, comment dire, quelqu'un d'un petit peu important dans la vulgarisation du droit en France. Oui, c'est bien parce que du coup, tu as pu faire des vidéos comme par exemple le drama Villebrequin, où Oui. tout le monde s'approprie un peu ce drama, certains pour faire de la vue, mais toi, tu as pris le truc très différemment. En Un disant, prétexte pour faire du droit. Ouais. regardons comment, Juridiquement. comment on peut en parler, quoi. Donc ça, c'est super intéressant, quoi, du coup. Ouais. Donc du coup, mais est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à chaque fois à faire Ah ces vidéos? ouais, toujours. Ça, c'est vraiment que j'ai toujours aimé comprendre et faire comprendre. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir que j'ai chaque semaine. De gens, il y a toujours des trolls ou des gens qui ne veulent pas comprendre ou des conspis, mais c'est une minorité. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir une communauté très bienveillante. Et j'ai des questions qui sont souvent des questions vraiment très précises de gens qui ont regardé la vidéo, qui l'ont comprise et qui cherchent à en savoir un petit peu plus. Parce que je reste toujours un peu à la surface des choses. Hein, je suis juriste, hein, je suis docteur en droit, ça fait 30 et quelques années que je suis enseignant-chercheur. Donc de la recherche fondamentale, je sais faire aussi. Hein. Mais faire de la vulgarisation, c'est pas si facile que ça. On peut être un excellent chercheur sans savoir faire de la vulgaire. Et j'ai apparemment ce sens aussi en plus, parce qu'il y a un côté un petit peu spectacle, un petit peu clown quand même. Oui, t'es un petit rigolo. Oui, enfin un grand rigolo avec mon mètre 90 plutôt. Oui, c'est vrai que tu es très grand. Et du coup, sur ta chaîne, est-ce que à l'avenir, là, tu prévois d'élargir un peu plus encore ton panel? Oui, tout à fait. Hein. J'ai vraiment envie. Alors, je suis passé récemment à un rythme de 2 vidéos par mois, parce que je ne tenais plus une vidéo par semaine. C'était un rythme d'enfer. J'avais usé mes monteurs, 2 monteurs. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, les collègues qui étaient à une vidéo par semaine, ils étaient tous à 100% sur leur chaîne, voire ils avaient des gens qui travaillaient avec eux. Alors que moi, à part les monteurs, je ne fais pas le montage moi-même, hein, par manque de temps. Ça grince, c'est le fauteuil, là, T'inquiète, je suis trop, c'est bon, je suis trop lourd pour le fauteuil. Et donc là, je suis passé à 2 vidéos par mois parce que je ne tenais plus le rythme. Je travaillais 7 jours sur 7, je travaillais 7 jours sur 7, 10 heures par jour depuis 3 ans et demi, 4 ans. Quoi, hein. Et donc, j'ai senti le moment où il était temps de ralentir un petit peu. Donc, je suis passé à 2 vidéos par mois. Et apparemment, l'algo suit vraiment. Parce que j'avais un petit peu de mal avec des statistiques un peu molles. Parce que là, je suis passé à 2 vidéos par mois avec des vidéos un petit peu plus longues. Et là, c'est reparti à la hausse. Hein, on se rapproche des 300 000 abonnés. Je regarde, il y a... C'est le chat qui s'installe sur... Il y a Monsieur Simba noir qui s'installe sur le fond. Noir. Ah, mais il est bien. Au moins, il le tend un peu, quoi. Du coup, ouais, c'est son côté aussi un peu geek de regarder les stats. Ça t'inquiète des fois? Est-ce que tu aurais peur de perdre ça? Non. Moi, ça m'embêterait si j'avais moins d'audience, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important de vulgariser le droit. Hein. Mais franchement, en revanche, cette notoriété que j'ai, par exemple, quand je prends le train, quand je vais à une convention, les gens me connaissent en convention, mais en revanche, dans le train, presque systématiquement, il y a des gens qui me reconnaissent, qui demandent à faire des selfies avec moi. C'est pas quelque chose que je cherchais, c'est pas quelque chose que je désirais, c'est pas quelque chose qui me rend spécialement à l'aise. C'est pas quelque chose dont j'avais besoin. Je pouvais vivre très très bien sans ça, mais bon, c'est là. Hein, ça fait partie du boulot, quoi. Tu m'expliquais d'ailleurs qu'avant ta chaîne YouTube, tu avais un site internet. Ah oui, mon site internet, je l'ai lancé, je crois que c'est en 1995. Le web a été inventé en 1994. Ouais. Et avant, j'avais un serveur Gopher. Alors là, c'est la vraie histoire de l'informatique. On peut vraiment dire que tu es un vieux de la vieille, quoi. Ah oui, clairement. Oui, moi je m'intéressais déjà au réseau. J'avais un serveur BBS. Les BBS, c'est lointain ancêtre d'Internet. J'avais un BBS, je pense 83, 84 par là. C'est incroyable. Et donc sur ce site internet, tu vulgarisais là aussi le droit encore? Tout à fait. Oui, puis moi, avec mon sens de l'humour un peu déjanté, je l'avais appelé le chêne et le gland. D'accord. C'est le côté à la fois un peu sérieux, puis on se dit, il le fait exprès ou pas, quoi. Il y a une petite incertitude, les gens disent,
Ouais, non, mais c'est un gros nul de ne pas se rendre compte que c'est ridicule, ou mais peut-être que, et ça j'ai toujours beaucoup aimé ce genre d'ambiguïté, le côté un petit peu sérieux avec toujours un petit côté rigolo, que j'utilise évidemment, c'est Oui, procédé bah, que j'utilise dans la chaîne. je pense que les gens t'aiment aussi pour ça. Tu Faut as croire. un certain humour. Bah, d'ailleurs, si les gens ont pas vu les vidéos ou les duos que j'avais fait avec toi, vous pouvez aller voir sur la chaîne Le Grand Virage. Mais du coup, tu n'es pas que sur YouTube. Non, je me suis lancé il y a un peu plus d'1 an et demi également sur Twitch. Voilà, Je me suis lancé sur Twitch parce que j'avais une frustration, c'était de ne plus pouvoir répondre à tous les commentaires. Et la chaîne, quand elle a explosé là, en octobre de 2021, j'étais en train de commencer à réfléchir au prochain vlog que je ferais, je dirais, et je pensais dire, j'aime bien ce moment, bon j'aimerais bien que ma chaîne explose ou ait plus de vues, mais j'aime bien ce moment où bah, j'ai 1 millier de vues, j'ai une quarantaine, une cinquantaine de commentaires, je connais les gens qui commentent, je peux répondre à tous les commentaires. J'ai même pas eu le temps de dire ça, la chaîne a explosé, tant mieux, mais c'était frustrant de ne plus pouvoir répondre à tous les commentaires. Alors, ce que je fais, sauf exception, en règle générale, j'essaye de répondre au moins dans la première heure aux commentaires qui paraissent la première heure après la publication de la vidéo. Ça, j'essaye de faire ça. Et puis, les lives sur Twitch, ça permet de répondre aux questions auxquelles je ne peux plus répondre en commentaire. Tu t'éclates quand même, du coup. Quand même. Beaucoup, beaucoup. Alors, on ne fait pas que du droit, on fait des trucs aussi amusants. J'ai lancé récemment un nouveau format qui s'appelle Colle-moi si tu peux. J'ai réuni quatre incollables, des copains, des copines, Twitchers, YouTubeurs ou pas, des gens qui ne se connaissent pas forcément, et posent des questions. Alors, l'objectif, c'est moins de trouver la bonne réponse que d'en profiter pour raconter pas mal de bêtises et pour rigoler. Parce que c'est aussi important, le droit c'est quelque chose de sérieux, mais on peut le faire sérieusement sans le faire tristement. Oui, ça c'est sûr. Tu as connu quand même une bonne explosion, il y a beaucoup de youtubeurs qui aimeraient avoir cette explosion comme ça. Ah, oui, c'est clair, en vulga, oui, c'est une grosse chaîne. Ouais, c'est une grosse chaîne, ouais. En aussi peu de temps, bon, tu le disais tout à l'heure, tu as Micode qui t'a beaucoup aidé, mais est-ce que tu sais, est-ce que les gens te disent aussi pourquoi ils s'abonnent tout le temps et pourquoi tu rencontres ce succès? Est-ce que c'est dû à ton personnage aussi? C'est ça. C'est le personnage, quoi. Le personnage, on clique avec la vignette avec le titre, on regarde la vidéo, puis on s'abonne à cause du personnage, quoi, ouais. Alors moi je suis pas dupe, je sais bien que j'ai un personnage un peu atypique, un peu curieux, quoi, ouais. T'as fait d'autres duos avec d'autres youtubeurs, notamment je pense à Arnaud de Oui, Astronomie, par exemple. Et ça c'est des choses que tu prends plaisir à faire. Mais oui, c'est rigolo parce que moi j'ai toujours été quelqu'un de très rationaliste, très sceptique, donc je connaissais La Tronche en Biais, je connaissais Astrologique, je connaissais Monsieur Sam, je connaissais Nathan le chat sceptique, j'en oublie encore beaucoup. Et puis je me retrouve comme ça, maintenant c'est des copains, on fait des collabs, c'est complètement improbable, alors qu'avant j'étais anonyme, je pensais pas qu'un jour je passerais de l'autre côté de la barrière, c'est pas quelque chose que je désirais d'ailleurs, j'avais pas fait ça pour ça, je fais ça parce que, comme je disais, avec la suite de l'affaire Fillon, pour moi c'était important d'expliquer que ce qu'il racontait c'était n'importe quoi. Et donc, je me retrouve comme ça avec des collabs, faire des collabs et être copain avec des youtubeurs que je suivais depuis des années. Tu donnais des cours aussi, donc tu me disais, de droit à l'université. Oui. Donc ça, c'était en parallèle de ta chaîne ou... Tout à fait, je suis toujours pas à la retraite, malgré mon âge avancé et mon abondante chevelure qui commence à blanchir. Parce que dans ma profession, je regardais sur le site du ministère il y a quelques temps, on devient maître de conférence en moyenne, l'âge d'entrée dans la carrière est 33 ou 34 ans. Donc on arrive très rarement à la retraite à tout plein, donc en règle générale on va jusqu'à la limite, on travaille jusqu'à 67 ans. Et donc je continue de donner des cours, et ayant eu la malchance de me blesser en cassant la gueule sur le campus il y a quelques années, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai obtenu un rapprochement de mon domicile. Donc mes étudiants
avoir un prof youtubeur, ça Ouais. Du ça coup, les éclate, ça les éclate. comment tu le vis, comment tu... Ah ben les étudiants, mes petits étudiants, ils adorent ça. Donc tu sais que dans tes abonnés, tu as aussi... Évidemment, évidemment, évidemment. C'est quand même rare que des élèves aillent voir leur professeur, en plus après les Oui, cours. oui, oui. Oui, mais je sais qu'il y en a qui ont choisi le département dans lequel j'enseigne parce que j'étais prof. Ah, mais c'est cool. Et j'ai déclenché de temps en temps, en commentaire, ou par mail, j'ai reçu un mail au mois de juillet d'une jeune fille qui me disait, je vous avais écrit l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais en train de préparer mon bac, et en regardant vos vidéos, j'ai eu envie de faire du droit, et j'ai le plaisir de vous annoncer que je rentre en deuxième année de droit. Ouais, parce que c'est très dur le droit en Déclencher. plus. Oui, c'est pas marrant au début, c'est pas marrant. C'est- Déclencher des vocations, ça, Ouais, c'est clair. c'est une de mes grosses surprises. Et l'autre grosse surprise, c'est que dans mes abonnés, il y a aussi des juristes. Ça, je ne m'attendais pas du tout à voir ce public-là. J'ai des magistrats, j'ai des avocats, j'ai des juristes d'entreprise. Et je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout, du tout à voir ce public-là. Et ils commentent? Oui. Et ils te disent quoi? Ah bah, comment en disant, bah oui, là, les juges effectivement disent ça. Et je ne comprenais pas pourquoi des juristes regardaient une chaîne de Vulga. Et un jour, c'est un procureur de la République qui me l'a expliqué, il m'a dit, écoutez, c'est bien simple, j'ai abonné ma femme et mon fils, et en quelques vidéos, vous leur avez expliqué mon métier mieux que moi en 10 ans. Ouais, donc c'est encore plus gratifiant pour toi Oui, 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 de faire tout ça. oui. T'as aussi, au-delà de cette... Parce que c'est de la passion aussi pour toi, le Ah droit. oui, 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 oui. D'ailleurs, comment c'est venu ça d'ailleurs? Ah, bah alors là, parfaitement par hasard, je ne l'ai pas choisi, moi, c'est le droit qui m'a choisi. Parce qu'on passe pas quand même de geek au droit Eh oui, mais facilement moi quand même. j'ai un itinéraire un petit peu particulier, c'est-à-dire que je te disais tout à l'heure que j'étais un cancre, malheureux, mais un vrai cancre, hein, je n'ai pas mon bac. Quand même, je suis universitaire et je n'ai pas mon bac. Comme quoi. Mais j'ai rencontré un certain Jean-Louis Debré, ancien juge d'instruction, ancien président du Conseil constitutionnel, qui n'a pas son bac non plus. Et on s'est dit qu'il faudrait qu'on fasse une association des docteurs en droit non bacheliers. C'est Il y a sûr. le doyen Cornet aussi, qui est un grand juriste aussi, qui n'était pas bachelier. Et en fait, j'étais vraiment un élève en perdition. Et je me souviens un jour, mon père me dit, mais qu'est-ce que tu voudrais faire professionnellement? Je ne sais pas, 15 ans, 16 ans. Et il me dit, ah, moi, j'ai toujours été passionné par la science. J'aurais beaucoup aimé devenir médecin, devenir chirurgien, moi qui suis très adroit, je ne peux peut-être pas faire un trop mauvais chirurgien. Ou alors l'astronomie m'intéressait énormément, ou l'archéologie, donc histoire et sciences. Et papa me dit, et le droit, ça t'intéresserait pas? Alors là, le droit, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de droit? Il m'a dit, bah, parce que si tu n'as pas ton bac, ce qui était assez probable hein, quand même, hein, et j'étais en première à l'époque, je me souviens, et papa me dit, mais si tu n'as pas ton bac, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je ne sais pas, mais parce que tu aurais la possibilité, en faisant une capacité en droit, qui est en cours du soir, de rentrer à l'université même sans le bac. Et donc j'ai fait en première, oui, il m'avait dit ça, j'étais en seconde. Et en première, j'ai fait la première année de capacité en droit. En termes, j'ai fait la deuxième année de capacité en droit. J'ai eu ma capacité, mais limite, quoi. Hein. J'ai raté mon bac, mais alors là, mais de très loin. Même le rattrapage, il ne fallait même pas y penser, quoi. Hein. C'était catastrophique. Et bah, je suis rentré en fac grâce à la capacité en droit. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à réussir quelque chose dans les études pour la première fois de ma vie. Voilà. Et du coup, donc t'as fait tes études et tout ça, et puis on va le voir un peu après là, mais du coup, tu as écrit des livres. Oui. Donc, tu as écrit enfin, quelques ouvrages, et tu peux en parler un petit peu. Oui, alors en droit, je suis en train de préparer avec mon collègue François Pellegrini la deuxième édition d'un bouquin qu'on a fait un peu plus de 10 ans. François est professeur d'informatique, c'est l'ancien vice-président de la Commission nationale informatique et liberté. Et on s'est rencontrés il y a plus de 15 ans dans un colloque en Égypte. On a tout de suite. Ouais, on était à un colloque en Égypte. Et on a découvert qu'on avait une passion commune pour les logiciels libres. Et j'avais envie d'écrire un bouquin sur les logiciels libres. J'avais déjà proposé à quelques collègues informaticiens, parce que je voulais écrire ça avec un informaticien. Hein, c'est le bouquin sur un peu la référence en matière de droit des logiciels libres en droit français, quoi.
toute modestie mise à part. On est en train de préparer le deuxième, la deuxième édition de l'émission, mais bon, là, c'est le bouquin universitaire. Rien à voir avec la distraction. Attends, mais tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que le droit en logiciel libre, parce que ça a l'air... Alors, les logiciels libres, contrairement, il y a énormément d'idées reçues qui circulent autour des logiciels libres. Et une des idées reçues, c'est que ce sont des logiciels qui sont moches, etc. Non, le logiciel libre, la seule particularité du logiciel libre, c'est une particularité juridique. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui est placé sous le régime de licence libre. Il peut être beau, il peut être moche, il peut être mauvais, il peut être bon. Ça n'a rien à voir. La seule particularité, c'est une particularité juridique. Et donc, je voulais écrire ça avec un informaticien, parce que la technique informatique va conditionner le droit. Il y a des domaines, par exemple, le code de la route est complètement indépendant par rapport au fait que la voiture fonctionne à l'électricité, au gasoil, à l'essence ou à la vapeur, comme c'était le cas dans le temps. C'est le même code de la route et la technique mécanique n'influence pas le code de la route, alors que la technique informatique influence le droit. Et donc c'est pour ça que je voulais écrire ça avec un informaticien. Du coup, tu es un grand collectionneur aussi? Ah, je suis un collectionneur de collections. Ça, c'est une maladie bénigne, mais hélas irrémédiable. Je suis collectionneur depuis que j'existe pratiquement. Et si bien que je remplis ma maison de choses. Je collectionne énormément de choses. Parmi les choses les plus visibles, il y a ma collection de pipes. Je suis un tout petit fumeur. Ne fumez pas, c'est pas bien. Mais en revanche, rien ne vous empêche de collectionner les pipes. Et Si tu parles encore comment, il ne va pas être trop le bordel, là, tu vois. Donc là, je suis en train de réaménager mes vitrines pour mieux exposer mes bouffardes. La vitrine, là. Regarde. Ah, D'habitude, c'est pas comme ça. D'habitude, hein, ouais, mais bon, de toute façon, c'est comme ça. tu collectionnes, c'est comme ça, donc... Voilà, c'est comme ça. Donc ici, les bouffardes un petit peu rares, un petit peu précieuses. J'ai quelques raretés. Mais il y en a combien au total des VIP? Je sais pas, 400, 500 par là. 400, 500? Ouais. Mais tu les as toutes fumées, enfin, Non, je suis un tout petit fumeur. Mais j'ai commencé à les collectionner avant de fumer. J'avais 15 ans. La première, je la vois, c'est une déjà code, là. J'avais acheté 2 francs sur mon budget de lycéen. C'est-à-dire, je sais pas ce que faisaient les lycéens qui étaient dans ma classe. Enfin, voilà. J'achetais des bouquins d'occasion et des objets de collection, déjà. Et on en a encore là-bas, là aussi. Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est une piperie irlandaise qui s'appelle Peterson, qui est la plus ancienne piperie toujours en activité au monde depuis 1865. Et j'ai un copain texan qui a écrit un bouquin sur ce bouquin-là, le bouquin noir. Et à chaque fois que je lui écris, il me répond, mais comment tu fais de découvrir des trucs? Je viens de faire un bouquin de 600 pages. Comment tu fais pour trouver des trucs que moi je connaissais pas? Alors je lui ai fait un article parce que au début du XXe siècle, il sortait des vipes sculptées qui en fait étaient fabriquées à Saint-Claude, hein, et donc c'était des variantes Peterson de celles certaines qui sont là, par exemple la tête de lion, la tête de chien, ont été utilisées, mais c'était en fait Peterson venait les acheter là. Et j'ai trouvé un truc dans je sais plus, c'était pas une vente en chat, c'était c'est peut-être sur le Bon Coin ou sur eBay, hein, le panneau publicitaire. J'envoie ça donc à Marc Irwin. Ah, mais je savais pas que ça avait été fait. Il envoie la photo donc à Glenn Whelan, qui est le directeur commercial de Peterson, qui m'écrit, il me dit, ah, mais c'est génial, est-ce que tu nous donnes l'autorisation de le reproduire? Donc j'ai trouvé un truc que même chez Peterson, ils sont pourtant très attentifs à l'histoire de leur firme, ils connaissaient pas. Et donc ils vont le rééditer à partir de cet exemplaire. C'est incroyable. Donc t'es un vrai expert quelque part. Je fonctionne par champ d'intérêt restreint, c'est mon côté un petit peu autiste Asperger. Je m'intéresse à fond à un truc et à côté, je vais ignorer l'existence d'autres trucs qui m'intéressent pas. Comme ça, je fonctionne comme ça. Ah, c'est vrai que bon, il y en a quand même, elles ont des têtes. Ouais.
Alors, même là, ici, là, on peut voir. Hein. Et moi, c'était le casque de scaphandrier là que je trouvais ça ouf quand même, avec la pieuvre quoi. Donc vraiment, on est dans un cabinet de curiosité Oui, quoi en c'est fait. ça, c'est ça, c'est ça. J'ai toujours adoré les cabinets de curiosité. Alors maintenant, c'est à la mode. Alors ça m'embête que ce soit à la mode parce que j'aime pas être à la mode. Mais oui, oui, c'est vrai chez moi, ça. C'est clair. Je vais pas chercher, mais bon, oui, c'est vrai. C'est vrai avec. Des- Même l'échiquier là, il est magnifique là. Ah oui, oui. L'échiquier, Alors là. ça, cet échiquier, c'est une reproduction du jeu d'échecs de Lewis, qui est un jeu du XIIe siècle. Euh, et j'aime beaucoup l'Écosse, je vais souvent en Écosse, et euh, à chaque fois, la plupart des pièces, en fait, sont au British Museum. À chaque fois que je suis allé au British Museum, soit c'était fermé, soit c'était en travaux, soit c'était trop tard, et jamais j'ai vu les pièces originales au British Museum. Et je vais avec mon ex-femme, ça devait être en 2011, on passe quelques jours sur l'île de Lewis pour visiter, parce qu'il y a des tisserands qui fabriquent de Harris Tweed. Et il pleuvait tellement qu'on n'a pas fait de camping et on s'est arrêté dans un bed and breakfast. Et le type avait une reproduction du jeu. Il dit, ah oui, c'est la reproduction du jeu de la... Et il me dit, mais les pièces sont au musée. Et donc, j'ai eu la chance de voir les pièces du musée que je cherchais à aller voir depuis 40 ans. J'ai eu la chance de les voir à quelques kilomètres de lieu de découverte au petit musée sur l'île de Lewis. Il est assez connu esthétiquement parce qu'en fait, c'est celui qui est utilisé dans un des Harry Potter. Ah d'accord. Donc là aussi, mais je crois que j'ai vu les livres Harry Potter tout à l'heure quelque part, non? Ah non. Ah, J'ai pas lu, j'ai pas vu. Ah d'accord. T'as pas. Bon, tu vas te faire des ennemis, surtout C'est toi comme qui aimes ça, bien. les champs d'intérêt restreints, il y a des trucs et à côté, ben, je les vois pas. Voilà, c'est comme ça. Quand je m'intéresse à quelque chose, je vais à fond. C'est-à-dire que c'est ma caractéristique un peu d'autiste Asperger, c'est-à-dire que je peux avoir des connaissances extrêmement approfondies dans un domaine très très précis et avoir des trous monstrueux dans des domaines qui ne m'intéressent pas. Et donc, par exemple, l'histoire des instruments du tabac, je connais ça très bien. Je suis passionné aussi par les automobiles anciennes. Hein, une voiture qui a moins de 30, 40 ou 50 ans, il y a très peu de chances que je sache à quoi elle ressemble. Mais en revanche, je roule au quotidien avec des bagnoles anciennes, que j'entretiens, que je restaure moi-même, que j'adore bricoler, j'adore avoir, on ne dirait pas avec mon costume 3 pièces et mon nœud papillon, mais j'adore avoir les mains dans le cambouis. Ah bah c'est une belle voiture. Hein. Et donc, c'est ma voiture de tous les jours, là. C'est en Angleterre, en Belgique, ça peut pas en mettre, que j'ai depuis un an de 30 ans. Et j'ai fait plus de 230 000 km avec. Ah oui quand même. Oui, donc je la connais par cœur. Je suis tombé en panne de l'embrayage cet été. Je fais Nathan. J'avais les caisses pour la réparer. Et, j'ai changé ça dans la rue, hein, puis en 1 heure c'était fait. Voilà. Beau bijou. Et en plus, quand on fait tout soi-même, c'est pas cher. C'est-à-dire que les pièces, moi ça me coûte le prix des pièces, c'est tout. Moi il est pas très propre parce que c'est une voiture anglaise, donc ça attaque les fils de partout. Ah bah les Anglais sont pas parfaits. Hein. Ah ben oui, s'il y a pisse pas l'huile, je sais qu'il y en a plus dans le moteur. Voilà. Donc voilà, Je l'ai fait à ma... une vraie machine d'anticité à Richel. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est très simple hein, quand même. Et oui, c'est ça qui est intéressant. Et puis, à force de rouler, parce que j'ai des petites habitudes, j'ai toujours une seconde bobine au cas où l'éclair forfait, parce que les fabrications, les bobines, ça faisait la vie d'une bagnole dans le temps. Mais les fabrications, non. Puis bon, j'ai fait quelques modifications, j'ai une seconde sonde de température après Calor Star, pour vraiment savoir tout ce que se calme. Mais en fait, l'entretien quotidien, je te dis, fait 230 ou 240 000 km avec. Quoi. C'est une voiture qui roule, quoi. C'est pas une voiture de musée. Moi, s'en faut. Est-ce que tu as maintenant là que tu commences à être bien établi, c'est vrai que là tu commences à avoir fait un petit peu ta place et tout ça, est-ce que tu as des gros projets? Oui, bien évidemment. Bien évidemment.
des projets ou des idées. Alors il y a quelque chose qui commence à se transformer en projet. Bon, je vais être à la retraite début juillet 2026 et je vais faire une vidéo sur la chaîne quelques mois avant en disant bah voilà, je suis à la retraite dans 3 mois, alors qu'est-ce que je fais? Je retiens ma place à l'EHPAD ou alors je fais un appel à financement participatif pour faire le tour de France des affaires judiciaires célèbres pour faire des vidéos sur le sujet. Et si j'arrive à récupérer quelques copecs avec ce financement participatif, bah, je ferai le tour de France avec une de mes voitures anciennes, probablement mon vieux taxi anglais, pour aller tourner diverses affaires. Ça peut être super intéressant. Bah, ça. je crois aussi. Moi, je pourrais même te filer un coup de main. Si, Ah bah ce sera avec le plus grand plaisir. et du coup, ça serait quoi ce style d'affaires? Alors des affaires assez différentes, alors, certaines des affaires célèbres, hein, et d'autres qui le sont moins. Alors bon, les affaires célèbres, je pense que, je sais pas, l'affaire Dominici, des choses comme ça, des affaires un petit peu anciennes, donc de l'immédiate après-guerre, avec l'assassinat de ce couple d'Anglais dans le sud de la France, ou alors, encore plus ancien, en Bretagne, l'affaire Seznec. Et puis des affaires complètement différentes. Par exemple, à Tulle, au début du XXe siècle, il y a eu un corbeau, un maître chanteur. Et j'ai envie de parler de cette affaire-là, en allant filmer sur place. Et ça serait aussi, il y aurait toujours du droit là-dedans? Oui, à chaque fois, oui, il y a toujours, dans tout ce que je fais, il y a toujours un petit peu de droit. J'ai fait des grosses vidéos d'1 heure sur l'affaire Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun dans les années 50, sur Landru. Évidemment, à chaque fois, il y a toujours un focus sur les aspects juridiques. Par exemple, l'affaire Marie Bénard est très intéressante à ce sujet-là, parce que ça a été un tel échec non seulement de la police scientifique, mais également du juge d'instruction, que le code d'instruction criminelle de l'époque a quand même été remplacé par un code de procédure pénale à cause de l'affaire Marie Bénard. Et ça, il y a quelques personnes qui ont fait des vidéos sur l'affaire Marie Bénard, mais le petit plus que j'apporte, c'est cet éclairage juridique que n'ont pas apporté. Et du coup, ça serait des vidéos où tu te filmerais un peu comme ça, à la main Je pense, oui, je pense. Alors, bon, contrairement à beaucoup de collègues, toi par exemple, moi je viens pas du tout du milieu de l'audiovisuel, donc j'y vais de façon un petit peu incrémentielle. Hein. Bon, produire mes vidéos, le Facecam Studio, ça c'est très rodé, j'appuie sur 2 boutons, je commence à tourner. Mais là, j'ai vraiment envie de temps en temps de sortir de mon studio, ce que j'ai commencé à faire avec la vidéo sur le massacre de Maillet par les nazis en 1944. Et je me suis rendu compte qu'il y a Allez une voir grosse cette marche. vidéo. Allez voir cette vidéo d'ailleurs, justement, sur la chaîne où vous avez le droit. Il y a une grosse marge entre le Facecam dans son studio et puis aller tourner à l'extérieur. Et donc ça, j'y vais lentement, je me rôde et j'essaye d'acquérir des compétences nouvelles. Ouais, tu prends ton temps, mais après, c'est tout ce qu'on te souhaite, c'est de nous surprendre. Je pense que tu as encore J'espère continuer. Je pense que tu as encore la capacité de nous surprendre. Donc ça fait partie de tes prochains gros projets, Oui, dans oui. des idées. Tu as Oui. d'autres choses Ah aussi oui, bien sûr, bien sûr. Bon, avec mon imagination fertile. Il y a quelque chose que j'adorerais faire, mais alors là, c'est pas un projet, j'en suis encore seulement au stade de l'idée. Je voudrais arriver à reconstituer sur Twitch, ou en live en tout cas, ça peut être multidiffusé, un procès, avec des vrais avocats, des vrais magistrats. C'est vrai que ça serait super intéressant, ça. Je pense, ouais, je pense. En faisant des pauses, on pourrait expliquer chaque C'est fois ça, exactement. Le rôle de qu'est-ce qui se passe maintenant, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. C'est vrai que ça va être super Mais intéressant. je pense, et peut-être faudrait-il aller jusqu'à faire donc un procès d'assises, et puis par une façon ou une autre sur laquelle je n'ai pas encore vraiment réfléchi, que les gens soient à la place des jurés. C'est vrai que ça pourrait être bien. Il faudrait juger Arnaud de Astronogeek. Donc ça pourrait être très intéressant. Lui, je le verrais plutôt dans le rôle de l'assassin, quelque part. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, non, ça pourrait être super intéressant. Et écoute, nous on a hâte de voir ça, en tout cas, de voir ces nouvelles idées. Parce que surtout que je sais que ça sera fait avec beaucoup d'humour. Je vais essayer, oui. Bon, en tout cas, je suis ravi que tu sois venu un petit peu parler de toi, que tu nous aies montré un petit peu ta collection de pipes, tes voitures, que j'ai pu échanger avec toi. Rencontrer Tricotine en vrai,
parce qu'à la base, je suis venu pour ça. Bien Non, je sûr, rigole. bien sûr. Et donc voilà, j'espère que les gens auront apprécié ce portrait, excuse-moi, et qu'ils iront s'abonner à ta chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue. En tout cas, je te remercie de m'avoir reçu, et merci à toi, Seb. C'était un plaisir. Bon ben voilà pour Sébastien, j'espère que vous avez apprécié de découvrir un petit peu qui il était. Donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne, on est vraiment de plus en plus nombreux et ça me fait chaud au cœur. N'oubliez pas, le vendredi 13 décembre à 21 h, je sors enfin mon documentaire sur Rennes-le-Château, donc soyez là aussi nombreux à venir. Donc abonnez-vous bien, mettez bien la cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt, soyez heureux, allez ciao! Et puis elle ronfle. Oui, oui, oui. Elle ronfle vraiment. Ah oui, oui, elle ronfle, effectivement. Ah ben je pense qu'on va la laisser dormir. Il n'y aura pas d'interview pour Tricotine.